Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de l'ASPA pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Jacques Hins pour parler du syndrome de Guillain-Barré en réanimation. Bonjour David, merci beaucoup au comité réanimation pour cette invitation. Merci à vous. Donc, une première question, c'est quoi les signes cliniques d'un Guillain-Barré? Alors, le Guillain-Barré, c'est une polyradiculonévrite sensitivo-motrice aiguë. Donc, on va observer chez nos patients une atteinte de plusieurs racines nerveuses au niveau des 4 membres, avec plus ou moins une atteinte des paires crâniennes. L'atteinte peut être sensitive et ou motrice, c'est ce qu'on va voir, avec une évolution sur 4 semaines. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs formes cliniques, avec la forme classique qui va être sensorimotrice, qui va être ascendante et atteindre un peu tous les nerfs. Ensuite, on peut avoir des formes motrices pures, une forme paraplégique, en fait, plutôt concernant les membres inférieurs. On peut avoir la forme pharyngée cervico-brachiale seule, qui est plus rare. Une atteinte des nerfs crâniens associée à une atteinte des extrémités, une paralysie faciale associée à des troubles sensitifs localisés uniquement au niveau des extrémités des membres. On peut avoir une atteinte sensitive pure qui est beaucoup plus rare. Une atteinte avec une ataxie, ça c'est le syndrome de Miller-Fisher, où il y a une ataxie associée à une diplégie faciale. Et on a le Bickerstaff, qui est heureusement assez rare, puisqu'en fait c'est une atteinte où on a une atteinte sensorimotrice globale. Et cette fois-ci, on va avoir des troubles de la conscience et une atteinte du tronc cérébral. Donc c'est des patients qui vont perdre leur réflexe du tronc cérébral et vont présenter comme un faux état de mort encéphalique en fait. Voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a des signes cliniques qui sont négatifs et qui ne doivent pas être présents chez ces patients-là. Notamment, c'est des patients qui ne présentent pas de syndrome pyramidal. On n'a pas de troubles sphinctériens chez ces patients-là et il n'y a pas de niveau sensitif également. Ce qui permet de différencier d'une atteinte médulaire traumatique, par exemple, ou infectieuse ou autre. Exactement. Très bien. Quels sont les examens paracliniques qui, selon vous, vont permettre de confirmer ce diagnostic? Alors, le premier auquel on pense, c'est la ponction lombaire. La ponction lombaire qui va montrer une dissociation albuminocytologique, comme chacun sait, comme on apprend durant nos études, avec une hyperprotéinorachie sans méningite. Mais ce qu'on ne nous apprend pas, c'est qu'en fait, elle peut être normale dans 50% des cas durant les 2 premières semaines. Et c'est ça le problème, c'est qu'on peut vraiment avoir des faux négatifs. Donc, ne pas hésiter à refaire l'examen 2 semaines plus tard ou en fonction de la cinétique de l'histoire de votre patient, mais ne pas hésiter à la refaire. Ensuite, l'examen exactement de référence, c'est l'électroneuromyogramme qui va permettre de savoir si on a une atteinte démyélinisante et ou une atteinte axonale. Est-ce qu'elles sont isolées? Est-ce qu'elles sont présentes toutes les deux? Puisque en cas de démyélinisation, on peut avoir un ralentissement des vitesses de conduction, des blocs de conduction, une augmentation des latences distales, une augmentation des ondes F. Et donc, en cas d'atteinte axonale, on a carrément une baisse des amplitudes motrices. Encore une fois, cet examen peut être normal. Enfin, très souvent, on nous demande la place de l'IRM cérébral. Donc, elle n'est pas préconisée, elle n'est pas recommandée systématiquement. En revanche, elle permet vraiment d'éliminer les diagnostics différentiels, et notamment les atteintes du tronc et de la moelle. Ensuite, on préconise également un bilan biologique qui va être plus pré-thérapeutique avec le bilan de la fonction rénale et de la fonction hépatique. On va aller on va faire un bilan immunologique, d'accord, avec la recherche d'anticorps antigangliosides. Ça sera vraiment très important en fonction de la forme et le dosage des anticorps anti-GQ1B pour le syndrome de Miller-Fisher. Et puis, en fonction du contexte, étant donné que le syndrome de Guillain-Barré est associé, ou en tout cas, il est précédé dans 2 tiers des cas d'un syndrome infectieux, on fera un bilan infectieux en fonction de l'interrogatoire du patient et de sa famille. Merci pour cette réponse très claire et complète. Quels sont, selon vous, les critères d'admission indiscutables en réanimation? Alors, je dirais qu'il y en a 3 grands.
il y a les signes respiratoires, les signes de détresse respiratoire. Donc, lorsque votre patient va présenter des signes de lutte, des signes de détresse, d'accord, avec un retroutement, un défaut des muscles accessoires, une capacité vitale diminuée, effondrée, qu'il faut surveiller quotidiennement, voire pluriquotidiennement chez ces patients-là. L'atteinte des paires crâniennes, un patient qui présente une paralysie faciale, des troubles de la déglutition, des troubles de la phonation, une toux qui va être inefficace ou une atteinte oculomotrice. Et enfin, l'atteinte dysautonomie qui peut être présente dans 20 à 30% des cas, donc c'est pas si négligeable, et qui se révèle par des hypotensions, des bradyes ou des tachycardies. Merci. Bon, le patient, on a fait le diagnostic, il est admis en réanimation. Quels sont les traitements actuels qui sont disponibles pour traiter ces patients? Alors, il y a les traitements, les deux grands traitements étiologiques, en fait, qui ont fait leurs preuves, notamment lorsqu'ils sont débutés précocement. D'accord. On a les immunoglobulines intraveineuses à la dose de 0,4 g/kg jour pendant 5 jours, soit 2 g/kg au total. Ça, dans multiples essais, montré que ça permettait d'accélérer la récupération rapide si elle est débutée dans les 2 semaines après le début des symptômes. Donc vraiment, le mot-clé, c'est à débuter le plus tôt possible. Et les échanges plasmatiques, on fait 5 séances sur 15 jours et c'est plutôt en deuxième intention. Parce que, alors les immunoglobulines, on fera attention parce que effectivement ça peut avoir une toxicité rénale. Mais très souvent, c'est quand même plus facile à réaliser. C'est un traitement qui est plus léger pour un patient que les échanges plasmatiques. C'est moins cher également. Et voilà. La question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut associer les deux? Alors, les études montrent que l'association des deux, en tout cas à la phase aiguë, faire les deux, non, ça n'améliore pas le pronostic des patients. Il faut choisir l'un ou l'autre, même si on peut observer certaines histoires où en fait on commence un traitement et puis finalement le patient évolue bien. Et puis, en fait, il s'aggrave dans un second temps. Et dans ce cas-là, on va essayer l'autre traitement. Voilà, c'est ça qui peut être fait. Mais en tout cas, on ne fait pas les deux traitements en même temps. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a une différence dans les essais d'efficacité entre ces deux traitements? Non, il n'y en a pas. Ils sont tous les deux efficaces en termes de récupération motrice, de récupération de la marche et de sevrage de l'assistance ventilatoire. On a traité ce patient. Quel est le pronostic de cette pathologie? C'est une pathologie qui est, je dirais, quand même assez frustrante pour un médecin anesthésiste réanimateur ou un réanimateur parce que malgré le traitement qui va être en fait assez court dans le temps, eh bien, l'évolution est extrêmement lente. La récupération est extrêmement lente et c'est des patients qui vont rester très longtemps en réanimation. Et ce d'autant si vous avez une atteinte motrice très sévère, c'est-à-dire même une atteinte des paires crâniennes, une atteinte bulbaire. C'est vrai que c'est des patients qui ont un pronostic plus sombre et avec une récupération qui va être beaucoup plus lente. Voilà. Donc, ne pas hésiter, si vous avez besoin d'aller ventiler ces patients-là, aller à la trachéotomie précoce. Voilà, parce qu'on sait que le sevrage va être extrêmement, extrêmement long. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut insister sur les mesures associées. En plus de ces deux traitements médicaux, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, la prévention des complications de décubitus, parce que c'est des patients qui vont rester très longtemps alités. La kinésithérapie, qu'elle soit respiratoire, motrice, le traitement des douleurs neuropathiques, parce que c'est des patients qui vont avoir, en plus de leurs séquelles motrices ou sensitives, présenter également des douleurs neuropathiques très longtemps après l'incident, en fait. Il faut surveiller leur transit parce que c'est des patients qui peuvent faire des complications digestives avec des syndromes de Gilvy et puis surtout un support psychologique dès le début du patient et de sa famille, un vrai soutien dans la longueur, en fait. Très important, je dirais. Sur la outcome, c'est quand même la majorité des patients vont remarcher à 6 mois. D'accord? Donc finalement, ça, même si c'est long, ça se passe bien. Donc il faut beaucoup s'armer de patience et c'est pour ça d'où l'intérêt des mesures de support en fait, qu'elles sont aussi importantes presque que le traitement étiologique. Et dans les séquelles, c'est des patients qui vont présenter, comme je l'ai dit, des douleurs neuropathiques, des fatigabilités, une faiblesse musculaire et puis un état de stress post-traumatique, très clairement. Donc, souvent, il faudra
à l'avenir, dans un avenir lointain, adapter leur mode de vie, leur mode de travail, mais c'est quand même pas de si mauvais pronostics et c'est surtout, je dirais, en fonction de la qu'est-ce qui nous dit que l'évolution va être lente ou que qu'est-ce qui grève le pronostic, c'est l'atteinte bulbaire, la gravité de l'atteinte motrice, d'accord, et la rapidité d'évolution des symptômes, d'accord. Un patient qui en 7 jours, qui évolue en 7 jours n'est pas le même que celui qui va évoluer en 4 semaines. Clairement, ils ont pas la même gravité. Donc le message fort, c'est que c'est une évolution qui est lente, mais qui est une évolution quand même. Et donc, s'armer de patience et attendre, parce que c'est des patients qui ont quand même assez souvent un bon pronostic et qui vont se remettre à marcher. Donc, même si on les voit paralysés avec des atteintes extrêmement profondes dans le lit de réanimation, pensez à la trachéotomie précoce et tout le cortège de la réanimation qu'on sait faire, parce que le pronostic est plutôt bon dans un bon nombre de cas. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions et on cerne beaucoup mieux cette entité nosologique qui arrive dans nos services et qu'on rencontre pas hyper fréquemment parce qu'ils vont souvent en neurologie, mais qu'on rencontre souvent et qu'on méconnaît peut-être parfois. Donc, merci beaucoup, docteur Jacquin. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et surtout, pensez à vous abonner.